C'est un PD. C'est tout de suite l'étiquette que l'on colle à un homme efféminé, mieux encore, à un homme avec des caractères féminins. Pourtant, cette dysfonctionnalité parfois hormonale n'est pas toujours signe d'homosexualité. Il s'appelle Bébé Lundo et lutte chaque jour contre le regard de la société qui le stigmatise. Et ce soir, sur ce plateau de Right to Myself qui se dévoile à cœur ouvert. Bonjour Monsieur Bébé et bienvenue sur ce plateau. Bonjour la voix du bonheur, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Eh bien, tout le plaisir est pour nous. Avant toute chose, nous voulons savoir ce soir à quelle version de vous allez-vous vous adresser et surtout pourquoi. Indubitablement à ma version future, parce que j'ai des encouragements à lui transmettre. Mesdames et messieurs, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à regarder la lettre de Bébé Lundu. Content que ma lettre te trouve en vie, monsieur le quinquagénaire. Tu sais, j'aurais pu mourir dans ta jeunesse et tu ne serais pas en train de profiter de ma vieillesse. Je suis fier de toi parce que tu maintiens allumé le flambeau de mes combats. Les préjugés m'ont accablé, les discriminations retardées. Être un homme maniéré, ta on ne peut trop perturber. Ton passé fut mon présent et mes combats ont permis à ta famille d'exister. Ton combat à toi est d'honorer ma mémoire et perpétuer l'héritage. Que plus jamais un efféminé ne soit contraint d'abandonner sa nature d'homme parce que des regards le prédestinent à un rôle de femme. J'ai fait de toi un exemple, à toi d'incarner un modèle pour nos semblables. Engage-toi. Dis-leur que tous les hommes sont XY, même si chez certains les œstrogènes sont un peu plus développés. Qu'ils ne se laissent pas désorienter par la discrimination. Que trouver sa moitié prend juste un peu plus de temps chez nous, mais que ça finit par arriver. Que ta femme trouve mignon un homme sensible et tes enfants adorent leur papa poule. Au moment même où tu me lis, je m'efface pour que, à ton tour, tu deviennes le passé de celui qu'on sera devenu 20 ans encore plus tard. Puisque c'est un combat quotidien d'être qui on est, en dépit de ce que autrui pense qu'on serait, trouve en ma lettre toute la motivation nécessaire pour conserver ton naturel. Et quand on se retrouvera enfin au-delà de ce monde, on trinquera d'avoir déjoué tous les pronostics. Après ces paroles fortes, émouvantes, et surtout après vous être plongé dans l'émotion que vous ressentiez en rédigeant cette lettre, Monsieur Elundu, je voudrais savoir ce que vous ressentez, vous, lorsque vous vous adressez à une version plus vieille de vous. Ça peut paraître irréel, mais après la rédaction de cette lettre à une version future de moi, il y a un sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté parce qu'on a atteint un objectif. Donc je suis très fier et je suis surtout en paix. Selon ce que nous avons compris de votre lettre, vous, à cause de votre apparence, vous subissez beaucoup de préjugés. Alors, nous voulons savoir exactement, de manière concrète, quels sont ces préjugés que vous recevez tout au long de la journée ou alors tout le temps. Quels sont ces préjugés de manière concrète? Je pense que votre introduction fait office de réponse parce que les, à première vue, dès qu'on me voit, on se dit directement, voilà, ça en est un. Je préfère ne pas mettre de mots sur ça. Ça en est un. Et généralement, les gens se fourvoient. De toutes les façons, me concernant, les gens se trompent. Et malheureusement, c'est un avis qui n'est pas sans conséquence parce que généralement, je suis mis de côté sur certains projets, notamment les projets musicaux, parce que je suis issu du domaine musical où, pour une raison ou pour une autre, par moment, on a besoin de personnes qui sont acceptables
Et du fait de cette féminité, on se dit non, il faut remplacer celui-ci pour mettre quelqu'un d'autre de plus viril, par exemple. Donc, c'est ce type de discrimination auquel je suis confronté dans mon quotidien, surtout d'artiste. Et dans ma vie sociale, dans ma vie quotidienne, les doigts accusateurs, les regards qui sont condescendants, on en est victime tout le temps. Mais enfin, on avance. D'accord. Il me vient à l'esprit directement une autre question. Vous avez mentionné également dans votre lettre que vous auriez pu mourir plus jeune. Pourquoi était-il important pour vous de souligner cette partie? Pour la simple raison que la vie est fragile. J'ai eu une enfance très maladive et dernièrement encore, j'ai été victime de cellulite cervico-faciale qui m'a mis au bord de la mort une fois de plus. Et dans ces moments, on se rend compte à quel point il est très facile de passer de vie à trépas et on se raccroche à la vie et on est surtout reconnaissant pour cette vie. Et il était important pour moi de marquer le coup parce que la première des victoires, au-delà même du combat pour ou contre le caractère féminin, c'est déjà d'être en vie. Donc la première des victoires, c'est la vie. D'accord. Vous avez dit tout de suite, tout à l'heure, lors de la réponse à une question, que vous êtes issu du domaine artistique. Alors, j'aimerais savoir comment vous faites pour transcender les obstacles que vous avez tous les jours dans ce domaine-là pour continuer à avancer. Comment vous faites? Quelle est votre stratégie? Bon, ma réponse va s'appliquer à tous les plans de ma vie, que ce soit sur le plan musical, que ce soit sur le plan entrepreneurial, parce que je fais du poisson en silure. Bon, Je vends, savoir. tu sais, j'élève et je vends du poisson en silure. Que ce soit sur le plan personnel, donc amoureux, ou alors sur le plan amical, la réponse, cette réponse trouve sa place dans tous les champs de ma vie. Et il faut rester fidèle à ses principes et ses valeurs. J'ai même envie de dire que c'est l'orgueil qui fait en sorte qu'on puisse tenir bon face à, à l'opinion qui veut qu'on soit catalogué, qu'on soit stéréotypé. La force nous provient de ces principes et de ces valeurs, de se dire, OK, je ne vais pas obéir à un schéma ou alors à une vision, à un chemin prédéfini pour moi. Je vais tracer ma propre route et respecter les canons de la nature. Je retiens de ce que vous venez de dire un chemin prédéfini pour moi. Donc, il est déjà dit selon tout le monde que vous pouvez être, on ne citera pas ce mot puisque vous avez dit que vous n'avez pas besoin qu'on le nomme, d'être homosexuel. Alors, quelle est la bataille la plus difficile? Parce qu'il est certes, c'est certes que beaucoup de gens viennent vers vous, des personnes du même sexe que vous, j'en suis certaine. Quelle est donc la bataille la plus difficile que vous avez à mener pour rester vous-même, pour rester fidèle à ces valeurs que vous avez nommées tout à l'heure? Ah là là, cette question, elle est bien trempée, hein. La plus grande bataille est de dire non à l'argent. OK. Ouais, dire non à l'argent. Parce que, une fois de plus, je vais le dire, je suis péniaphobe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une peur absolue de la pauvreté. Et donc quand on est en face de quelqu'un qui nous propose ce pour quoi on se bat au quotidien, qui nous propose une vie meilleure, sans difficulté, on est en face d'un dilemme. Celui de continuer à mériter sa vie au prix de souffrance ou alors celui de vivre une vie et justement Une vie aisée, une vie aisée, certes facile, facile, oui. avec le revers de donner raison à ceux qui ont pensé qu'on était déjà ce qu'on est en train de devenir en acceptant cette proposition. Mmh. Donc c'est ça mon plus gros défi au quotidien. Dire non à ces personnes qui vous disent, pour la petite histoire, même au cabaret, j'ai des clients qui viennent me dire: «OK, tu gagnes combien ici? Je te donne le double, le triple par semaine» et voilà, on entretient une relation amoureuse. Donc c'est ça la plus grosse bataille. Alors, c'est une véritable bataille et nous saluons le fait que vous continuez à rester fidèle à vos principes. Alors, quand vous entrez quelque part, ça c'est automatique.
Quand une personne efféminée entre dans un snack, dans une boîte, dans un restaurant, tout de suite, il y a toujours des visages crispés, il y a des manières que les gens font, il y a qui vous font comprendre directement qu'ils pensent que vous êtes ci ou ça. Je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce qui dérange le plus quand on voit une personne efféminée? Qu'est-ce qui dérange les autres? En quoi est-ce que votre présence est dérangeante pour les autres? Hum, c'est très difficile d'y répondre parce que je ne suis pas les autres. Je suis l'efféminé qui dérange les autres. Donc, la question, il faut la poser à ceux qui sont dérangés. Je ne suis pas dans leur tête pour pouvoir répondre à ça. Par contre, on se fait également des idées, on essaye de se faire des raisons. Et puis, au final, on se dit, ceux qui sont dérangés, ils le sont parce qu'ils ont en réalité peur que nous, les efféminés, dévoilions leur réelle nature. Parce qu'il faut rappeler que c'est pas tout le monde qui est dérangé face à la présence d'un garçon efféminé. Il y a des personnes qui les voient sans les voir, il y a des personnes qui les ignorent, et il y a des personnes qui ne manifestent pas même si elles auraient des doutes. Et puis il y a celles qui voient, constatent et manifestent. Je parle surtout des hommes qui voient, constatent et manifestent. Et dans la majeure partie des cas, selon mon expérience, on se retrouve toujours en face des personnes dites hétéros, alors qui s'en revendiquent, mais qui au final t'envoient un message avec des emojis pleins de cœur, qui t'envoient des coucous, alors qu'on sait bien que coucou c'est à une femme, ou alors c'est une femme qui écrit ou qui reçoit. Donc, en journée, ce sont des personnes qui sont très viriles et qui vont vous pointer du doigt et manifester justement en votre présence quand vous entrez. Mais après, ce sont des personnes qui... Donc, pour faire court, les personnes dérangées sont celles qui ont peur de leur réelle nature. Elles ont peur qu'en notre présence, elles soient contraintes de se révéler et d'être celles, et d'être la personne qu'elles voient en nous. D'accord, c'est très intéressant comme réponse. Mesdames et messieurs, être efféminé, comme on l'a dit dès le départ, ne signifie pas forcément être homosexuel. Alors, si vous êtes dérangé en présence d'une de ces personnes, je veillerai à vérifier que vous-même ne faites pas partie de la team. Alors, on va continuer. Quand vous parlez avec beaucoup d'aisance, d'assurance, on comprend que vous avez fini par accepter votre féminité et certainement à en faire une force. Comment avez-vous pu arriver à ce résultat? Comment vous avez fait pour accepter le fait que vous soyez efféminé, que vous ne soyez plus déjà dérangé par le regard des gens et certainement en avoir fait une force, comme je dis? Le regard d'autrui sera toujours présent. Donc, une fois qu'on est dérangé, on le sera toute la vie. Mais c'est la façon d'accepter, c'est la façon de recevoir l'avis des autres et de répondre à cet avis qui fait la différence. Moi, aujourd'hui, je suis fier de cette féminité, quand même j'aurais voulu être plus viril. Je suis fier de cette virilité et de cette féminité parce que c'est quelque chose qui ne partira pas. Au lieu de passer toute sa vie à essayer de chasser quelque chose qui est Le là et naturel. qui est immuable, naturel ou pas, qui est immuable de toutes les façons, on pourrait trouver des moyens pour être plus heureux en ne se concentrant pas sur ça. Beaucoup de gens gagnent leur vie en travaillant. Pourquoi est-ce que moi je vais perdre la mienne en essayant de changer ma nature ou alors de changer qui je suis? Aujourd'hui, la féminité, c'est une force parce que on dit souvent que les hommes ne pleurent pas. Mais je trouve que c'est très faux. Les hommes pleurent, même s'ils pleurent en cachette. Et c'est la capacité à montrer ses émotions, à dévoiler ses frustrations, ses forces et ses peurs, ses ambitions, qui fait en sorte que les gens puissent s'identifier et se rapprocher. Donc, en montrant un côté sensible à leur féminin, les gens se sentent tout de suite en confiance parce qu'ils savent que vous vivez la même réalité qu'eux. Ouais. Vous vivez les mêmes accusations, les mêmes frustrations, je ne vais pas dire les mêmes mots. Et ils se rapprochent, il y a une sorte de partage d'expérience, il y a des conseils, il y a des prérogatives, il y a des amendements qui font en sorte que vous fédérez, la féminité fédère autour de soi. Je ne vais pas vous couper, mais je voudrais mentionner que c'est là l'essence même de cette émission Right to Myself.
Il est question ici pour vous de vous identifier aux gens qui passent sur ce plateau et surtout de savoir comment ces personnes font au quotidien pour transcender ces problèmes-là. C'est ça, l'essence même de Right to Myself. Alors, j'espère que ce programme saura vous aider dans tous vos problèmes quotidiens. Monsieur Londo, je vais vous poser une question que je suis sûre que des centaines de téléspectateurs se posent en ce moment. Oui, vous êtes féminé. Vous me faites chier. Maintenant, mais je voudrais savoir, est-ce que votre accoutrement, votre manière de vous vêtir, vos coiffures, voilà, vous avez une boucle, est-ce que tout cela ne contribue pas à conforter euh, l'idée selon laquelle vous êtes un homosexuel? Je dirais non. Je dirais non parce que ça va au-delà de l'apparence. Ça va au-delà du vestimentaire. Oui, De nos jours, on est plus influencé par ce qu'on voit. Même le look que je porte aujourd'hui, j'ai dû m'inspirer d'un magazine ou d'un artiste ou de la télé, qui sait. Donc, tout ce qui aborde un look n'incarne pas forcément le look. oui. Un peu comme qui dirait, l'habit ne fait pas le moine. Il y a de nombreux hommes virils qui abordent des looks un peu féminins, mais qui ne sont pas pour autant taxés d'homosexuels. Si vous, on vous taxe d'homosexuel, c'est parce que quelque part, au-delà de votre apparence physique ou alors vestimentaire, vous dégagez quelque chose qui renseigne les gens sur ce côté féminin. Est-ce que l'idéal ne serait donc pas que vous, en tant que féminin déjà, en tant qu'un homme avec apparence féminine, ne évitiez tout style qui ferait allusion à ce côté féminin? Je pense que ce serait dommage que des personnes refusent de s'habiller comme ils veulent pour faire plaisir aux autres. Au contraire, c'est s'emprisonner dans un étau de malheur. C'est être malheureux à la longue. Parce qu'on ne peut pas porter tel style de pantalon, sinon on sera taxé. Mais vous serez taxé, quoi que vous fassiez, parce que justement, ma réponse, c'est que ce n'est pas l'habit qui fait en sorte qu'on vous désigne comme homosexuel. C'est, c'est tout un ensemble. C'est le vêtement, c'est surtout le comportement. C'est surtout la sensibilité, cette façon d'être, de se reconnaître face, d'être sensible, permettez-moi la tautologie, Sensible. cette capacité à être sensible aux problèmes des autres, parce que on veut que les hommes, par exemple, restent stoïques quand quelqu'un pleure, quand Ne quelqu'un pas a mal, pleurer. quand quelqu'un pleure, l'homme reste stoïque, Oui. il doit incarner la force. On dit justement, on sait que on pense que vous êtes homosexuel quand vous vous morfondez. Donc, ce n'est pas le fait de porter une veste qui va faire en sorte on vous prenne pour le plus viril des hommes, ou alors de porter un cabas qui vous prenne. Voilà, justement l'exemple. Il y a tellement de, Humoriste? d'humoristes et même pas d'humoristes, mais de personnes sur les réseaux qui font justement la comédie ou alors qui font des caricatures et qui se mettent en cabas. Mais elles ne sont pas pour autant taxées d'homosexuels. Donc, être taxé de PD homosexuel, ça va au-delà du vêtement. Donc, je ne peux pas me priver de m'habiller comme j'aime et comme je me sens à l'aise, comme je me sens beau surtout, parce que j'ai peur que quelqu'un me taxe de... Non, Quelque part dans votre lettre, vous avez fait allusion au fait que, je ne sais pas si j'ai bien compris, au fait que être efféminé peut-être euh, freine le fait pour vous d'avoir des relations avec des femmes. Donc, je vais le poser de manière plus claire. Est-ce que le fait d'être efféminé diminue vos chances en amour avec les femmes? diminuer, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais je pense que un efféminé, il a quand même plus du mal, hein. Il a quand même plus de mal à trouver chaussures à son pied. Parce que l'anthropologie africaine veut que l'homme soit vraiment dur et la femme soit plus tendre. Et donc, quand on est en face d'un homme plus tendre, enfin, la femme qui est en face d'elle, un homme plus tendre, est libre hein, de s'en accommoder ou alors de choisir un qui soit vraiment à l'image de ce que l'anthropologie africaine veut. Donc, pour dire que ça prend plus de temps à moi de trouver une femme. D'ailleurs, je suis en train de faire plus d'1 an là, célibataire, hein.
Voilà, l'annonce est lancée, mesdames et messieurs. Vous pouvez nous contacter, hein. On peut être aussi une agence matrimoniale en passant. Mais le fait est que je n'ai jamais eu que des relations hétéros. Je n'ai jamais eu que des relations hétéros. Je vais vers 30 ans et j'ai connu pas mal de filles qui m'ont aimé pour ce que j'étais, qui m'ont aimé pour la vision que j'incarnais, qui m'ont aimé, voilà. Il y a même certains qui sont venus par curiosité et qui ont découvert quelqu'un d'autre de différent. Donc, ça prend seulement un peu plus de temps et là, il faut être très patient. Parce que le défaut de patience fait en sorte qu'on se retourne vers des personnes peu recommandables. Et surtout, n'avoir pas peur du rejet. OK. Nous allons peu à peu vers la fin de cet entretien et je voudrais savoir de tout ceci, que voulez-vous que l'on retienne de votre histoire? Que voulez-vous que les chers téléspectateurs retiennent de vous au terme de cet entretien? C'est clair comme l'eau de roche. Un efféminé, c'est quelqu'un qui présente des caractères qu'on associe ou qu'on attribue à des femmes. Mais un efféminé, c'est surtout un homme qui porte une paire de chromosomes XY. Et XY, ça veut dire qu'on a une part d'ostrogène dans notre organisme. Certains sont plus virils que d'autres, mais le fait que ma féminité ou alors que mes œstrogènes se manifestent plus qu'il n'en faut ne fait pas de moi quelqu'un d'anormal. Je suis complètement normal. Mais cette différence, justement, ne doit pas nous freiner. Cette différence ne doit pas créer une autre nature que celle que la nature même veut pour nous. Je l'ai dit quelque part, l'essence, l'objectif de Right to Myself, c'est aider tous ceux qui ont des problèmes similaires que nos invités à se retrouver et surtout à trouver des solutions aux problèmes qu'ils traversent. Alors, Monsieur Moine Ondo ou encore Dédé Londo, si vous devriez dire une seule phrase, une seule, à tous ceux qui se sentent différents, laquelle serait-elle? Vous êtes différents, mais pas anormaux. Prenez le temps de vous étudier, prenez le temps de vous accepter, prenez le temps d'exister pour vous, pas pour les autres. Je vous demanderai encore de faire le même exercice que vous venez de faire. Regardez la caméra. Parlez à votre vous, plus jeune ou encore aujourd'hui. Regardez-le droit dans les yeux qui souffre et dites-lui une seule chose. Que voulez-vous dire à votre vous qui traverse ces préjugés aujourd'hui? Un seul mot. Lequel diriez-vous? Je dois m'adresser à moi d'avant. Oui, à vous d'avant. Regardez-le droit dans les yeux et dites-le lui. Reste, reste comme tu es, parce que le futur te donnera raison. Tu es en très bonne voie, ne change rien. Accepte les coups, avance. Mesdames et messieurs, c'est avec ces paroles émouvantes et pleines de tendresse que nous mettons un point final à ce tout premier épisode de Right to Myself. À défaut des paroles savantes, j'espère que vous aurez pu retenir quelque chose d'utile. On se donne rendez-vous vendredi prochain à la même chaîne, 20h. Jusque-là, portez-vous bien. Eh bien, c'était La Fortune Mungue, la voix du bonheur. Bye bye!